16h-17h. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, ce sont celles de mon invité que vous allez découvrir dans quelques instants. À partir de plusieurs dates clés de sa vie, il va vous raconter son parcours, ses passions, mais surtout son histoire. Les clés d'une vie, ce sont aussi d'autres histoires liées à mon invité, mais aussi à votre vie. Allez, grâce à ces clés, j'ouvre maintenant la porte à vos souvenirs. Elle a tellement aimé les 35 heures que pendant 20 ans, elle les a fait chaque semaine 5 fois plutôt qu'une. Des millions de copains lui doivent leurs plus beaux souvenirs de jeunesse. Ce n'est pas par hasard que d'innombrables parents d'aujourd'hui ont donné son prénom à leur fille. Bonjour Dorothée. Bonjour Jacques. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Dorothée autour de nous. Chaque fois que j'en vois une, je pense à vous. Ah bah oui, c'est gentil. Non, mais c'est vrai, non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui ont appelé leur fille Dorothée parce qu'ils étaient fans de vos émissions. Je pense, oui. Alors pendant 20 ans, on n'a vu et entendu que vous à la télévision. Depuis quelques années, vous êtes beaucoup plus silencieuse, mais là vous revenez avec un CD que vous appelez l'essentiel, on en parlera tout à l'heure, un CD historique puisqu'il reprend toutes vos chansons. Oui, c'est un coffret de 3 CD avec tout plein de chansons, des inédits, et tout ce qu'on a pu faire. Enfin, une partie de ce qu'on a pu faire. Alors vous avez fait beaucoup de choses, on va en parler aujourd'hui à travers des dates. La première date, à vous de me dire si ça vous dit quelque chose, c'est le 1er juillet 1978. C'est le début d'une émission de télévision. Récréade ? Exactement. Ça a commencé ce jour-là. Au départ, c'était une expérience pour l'été, ça ne devait pas durer. Absolument, c'était Jacqueline Joubert qui est venue à la direction de la jeunesse sur France 2. Antenne 2. Antenne 2, pardon. Oui. Je mélange un peu les pinceaux. Et donc elle a créé cette unité. Donc ça s'appelait le grenier en fait. Ça s'appelait pas encore Récréa 2. C'était le grenier de Récréa 2. Pourquoi ? Le grenier. Parce que il n'y avait pas de studio, il n'y avait pas de décor, il n'y avait rien. Il y avait un petit bout de plateau et tout pour alimenter, pour décorer un petit peu cet endroit. On prenait tout ce qu'on trouvait dans les couloirs. Ah, c'est formidable. Et il y avait des choses qui traînaient dans les couloirs. C'est tout à fait ça. On trouvait des fauteuils, on trouvait des palettes, on trouvait des vieux trucs, des vieilles poubelles, et on en faisait le décor. Alors, c'était au départ une émission pour s'instruire en s'amusant. Mm-hmm. C'est pourquoi on vous avait proposé ce concept, parce qu'il fallait que les enfants de la fin des années 70 s'instruisent en s'amusant. C'était l'idée du service public à l'époque, oui. Et ça devait durer 3 mois. Ah, au départ, je ne sais pas. Ça devait commencer. La durée n'était pas prévue. Alors, vous aviez déjà travaillé avec une marionnette ? Oui, Blablatus. Qu'est-ce que c'était, Blablatus ? Magnifique. C'était Jean DX, qui était le virtuose de la marionnette à fil. Et donc, nous avons fait cette émission pendant un bon petit bout de temps. C'était du temps de l'ORTF, mon cher ami. Et lui, il était à 6 mètres au-dessus de moi. Il avait donc une marionnette il y avait 6 mètres de fil. Et il faisait vivre une marionnette qui était un petit peu spéciale et qui était absolument géniale. Ce monsieur Jean DX, c'était extraordinaire et Blablatus, c'était un personnage fantastique. Et vous dialoguiez avec Blablatus, comment ça se passait ? Oui, bien sûr, tous les deux, on devait présenter les programmes. Donc à l'époque, il n'y avait pas grand-chose dans les tiroirs. Il y avait Rintintin. Donc c'est bien, Rintintin, ça durait 3 heures. Donc on avait 6 heures d'émission quand même. Donc on était animateurs, lui et moi. Et alors, l'animation pour la jeunesse, c'est un peu venu par hasard, parce qu'au départ, vous étiez speakerine à la télévision, vous avez fait des jeux. Non, pas du tout, j'ai commencé par Blablatus, justement. Oui, mais au départ, vous pensiez pas... Avant, je faisais rien dans la télé. Rien. Et Non. Blablatus est venu, après il y a eu des jeux, Oui. et il y a eu le métier de speakerine. Absolument, ça c'était un hasard aussi, oui. Comment c'est arrivé ? Mais comme j'avais fait les premiers mercredis de la jeunesse avec Blablatus, l'ORTF s'est arrêté. Après, un grand trou, donc il y a eu comment on appelle ça, des auditions pour être speakerine et j'ai passé l'audition. Et vous avez été choisi. Oui. D'ailleurs, c'est exactement le cas de votre mentor, Jacqueline Joubert. Je ne sais pas si vous le savez, mais au départ, lorsqu'elle est arrivée à la télévision, c'était en 1948, il n'y avait pas de speakerine, il y a eu un concours, elle était comédienne, elle passe le concours, elle est persuadée qu'elle ne va pas gagner. Donc elle repart dans la rue et on la poursuit en disant alors vous avez oublié quelque chose ? Non, vous avez gagné. Et c'est comme ça qu'elle est devenue speakerine à la télévision. Mais à l'époque, il n'y avait pas les cabines de speakerine que vous avez connues, tout le monde était avec les animateurs. Et elle était dans le journal télévisé
télévisé dans une petite cabine. Le journal télévisé était en images avec Georges Decaune, Claude Darget. Il n'y avait pas de présentateur, il commentait des films en disant souvent n'importe quoi. Et elle était là et elle mettait un peu la pagaille. Et c'est comme ça qu'après tout le monde buvait un verre tranquillement, elle a rencontré Georges Decaune et c'est comme ça qu'est né ensuite Antoine Decaune. Absolument. Et elle est devenue ensuite productrice de télévision et elle a inventé les émissions de télévision. Elle a inventé Dorothée car elle vous a découvert un jour au lycée. Au collège, oui, j'étais chez les sœurs. On a fait une petite troupe théâtrale, comme on peut tous faire pour les spectacles de fin d'année. Le concours à Versailles, faisait partie du jury, et puis voilà. Et alors, Récréa 2 a commencé. Au départ, il y avait une toute petite bande. Il y avait William Limergy qui est arrivé, Ariane Gilles qui était une productrice, et Patrick Simpson-Jones. Comment sont-ils arrivés avec vous, Dorothée? Je n'en sais rien du tout. Vous ne le savez pas? Je ne sais pas. Non, je sais que il y avait Soisy Caron aussi qui était là, parce que elle travaillait avec Ariane Gilles également. C'était une équipe qui travaillait avant dans une autre émission, donc tout le monde s'est retrouvé là. Et Patrick est arrivé, et je ne sais pas comment. Parce que Patrick Simpson-Jones parlait anglais parfaitement et il aimait le sport. Et c'est parce qu'il aimait le sport et qu'il fallait une rubrique sport dans votre émission qu'il est arrivé, Dorothée. Dans Récréa 2, oui. Oui. Et très très vite, il a oublié le sport, il a fini avec des tartes à la crème déjà. Voilà, parce qu'effectivement, on se battait avec des tartes à la crème, c'était plus s'instruire en s'amusant. Bon oui, c'était le but. Alors, il y a aussi quelqu'un, je suis sûr que les auditrices et les auditeurs de Sud Radio ne l'ont pas oublié, c'est Cabu. Bien sûr. Cabu était avec vous, il avait inventé au départ un jeu, il avait repris à la télévision le célèbre marabout de ficelle. C'était quoi ça exactement? On commence un dessin et normalement le marabout de ficelle c'est oral. Oui, c'est j'en ai marre, marabout, bout de ficelle, etc. De cheval de course à pied, et je m'arrête là, je ne sais pas la suite. Là c'est pareil, c'était un dessin, et d'autres dessinateurs venaient et faisaient le bout à bout du dessin, et ça arrivait à des histoires extraordinaires. Je crois qu'on n'a jamais connu quelqu'un de plus gentil que Jean Cabu. Il était vraiment très gentil. Il avait deux images. Il y a le Cabu politique et le Cabu Duduche, le grand Duduche. Et moi, c'est ce Cabu-là que je connais. Et le fantasme, gentil, drôle, mais parfois un petit peu piquant, mais piquant bien. Et très serviable aussi, Cabu. Il voulait toujours aider tout le monde, timide, discret. Timide, oui, ça c'est sûr, oui. C'est quelqu'un qui nous manque beaucoup. Alors ensuite, il y a eu, quand Récréa 2 a continué en septembre, il y a eu un dessin animé qui avait été essayé pendant l'été, auquel Jacqueline Joubert croyait mais elle hésitait. Ça a été une véritable révolution, ça a été Goldorak. Absolument. Vous vous souvenez des débuts de Goldorak? Oui, Goldorak, ça a fait la fureur. Les téléspectateurs ont absolument adoré, mais dans l'équipe technique, sur le plateau, ça c'est un truc un petit peu bizarre à dire, mais les gens n'aimaient pas. Oui, c'est agressif, etc. On ne veut pas que tu passes ce dessin animé, c'est pas bien. Alors moi, bête, je vais dans la rue, je demande aux gamins, t'aimes bien Goldorak? Oui, pourquoi? C'est pas agressif. Attends, tu nous prends pourquoi? Je te pose la question. C'est un dessin animé, attends. Déjà à l'époque. C'est vrai que souvent, dès que vous avez inventé quelque chose, il y a toujours eu quelqu'un pour protester. Oui. Il y a eu Ségolène Royal aussi à une époque, non? Oui. Bon, elle voulait pas que les jeunes regardent la télévision, bon. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'autre, hein? Et ça s'est arrangé, vous l'avez revu, Ségolène Royal? Jamais. Jamais. De toute façon, je crois pas qu'elle ait le temps de regarder la télévision et elle ait autre chose à faire que de regarder Dorothée. Le métier de speakerine que vous avez exercé, beaucoup de gens se disent mais qu'est-ce que c'était à l'époque être speakerine à la télévision au temps de l'ORTF et puis ensuite, Dorothée? Moi j'ai adoré. J'ai adoré parce que nous étions le lien, comme ce que j'ai pu faire après, le lien entre le téléspectateur et les programmes que nous annoncions. Donc il y avait des programmes qui passaient et nous étions là pour annoncer ce qui allait se passer, etc. Et un petit problème technique, on était là pour dire désolé, nos techniciens font le maximum pour réparer la panne, etc., etc. Ou c'était trop court, trop long. Enfin, c'était, si vous voulez, le relais humain entre l'image de la télé et les téléspectateurs. Mais il fallait être pendant de longues heures à ne rien faire dans sa cabine, à regarder la télévision. C'était parfait pour moi. Oui. Vous aimiez, parce que beaucoup de speakerines, Catherine Langeais, Jacqueline Joubert et beaucoup d'autres ont dit on s'ennuyait un petit peu, on tricotait, on regardait les programmes. D'abord, je ne sais pas tricoter. Non, je me suis jamais ennuyée parce qu'en plus, c'était vraiment, moi j'aimais bien. En plus, dans la régie finale, il y avait tous les programmes, toutes les chaînes.
L'idéal, c'était génial, je pouvais voir plein de trucs en même temps. Et les pannes, il y en avait beaucoup à l'époque? Non, pas tant que ça, mais quand on avait de temps en temps. C'est ça qui était, c'était le côté, le direct. C'était le direct, il fallait rattraper les problèmes. Une petite coupure. Ah bon, bah écoutez, qu'est-ce qu'on fait C'était ça, c'était le côté, l'adrénaline qui était là. C'était l'improvisation qui jouait. Non, j'ai vraiment beaucoup aimé. À Sud Radio, il n'y a pas de panne, il y a juste des pauses. On se retrouve dans quelques instants pour une autre date liée à vos souvenirs, Dorothée. C'est le 24 janvier 1979. À tout de suite. 16h, 17h. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invitée Dorothée. Elle réveille ses clés, vos souvenirs, mais aussi les souvenirs de nos auditeurs à travers une date, le 24 janvier 1979. Alors là, je vois dans votre regard une inquiétude. Total. Pourtant, c'est la sortie d'un film. Ah, L'amour en fuite. Exactement. Mon Dieu, oui. Un film de François Truffaut où vous jouez Sabine. D'ailleurs, vous vendez des disques dans ce film. Oui. Et curieusement, vous n'avez pas encore fait de disque. C'est vrai Oui. Non, pas encore. Bon, Non, d'accord, si vous le dites, ouais. Oui, oui. Alors, comment est née cette aventure? Parce que vous êtes speakerine à la télévision. Et Ben, justement. expliquez-moi. Alors, comme vous disiez tout à l'heure, quand on est speaker, on n'avait pas grand-chose à faire, donc on avait la petite cabine, etc. Et le téléphone. Le téléphone sonne, je décroche. Oui, bonjour, François Truffaut à l'appareil. Oui, bien sûr, et moi je suis Catherine Deneuve. Et je raccroche. Promis juré, c'est exactement ça. Le téléphone ressonne. Je vous assure, je suis François Truffaut. Et il parle, je dis, mon Dieu, la honte. C'était vraiment François Truffaut qui m'appelait pour me demander si je voulais peut-être le rencontrer, etc., etc. C'est venu là. Parce qu'il vous a vu à la télévision comme speakerine et il a compris que vous étiez un personnage idéal pour son film. Je ne sais pas si c'était le personnage idéal, mais M. Truffaut travaillait toujours. Il écrivait ses films, etc., en regardant la télévision, tout le temps. Et il m'a vu. Il m'a dit, ah, voilà. Et c'est comme ça qu'il m'a chopé. Alors, racontez-moi, vous êtes allé dans son bureau, je crois que c'était près des Champs-Élysées. Vous l'avez rencontré, comment ça s'est passé? J'ai sonné, il a ouvert la porte, j'ai dit bonjour monsieur, j'étais verte, bleu, blanc, rouge, je tremblais dans tous les sens. Entrée, et puis j'étais assis sur le canapé, et puis il me parle. Et je me souviens pas trop, tellement j'étais paniquée. Et il commence à me faire lire un petit peu le texte. Il dit, ok, bah, rendez-vous dans 2 semaines et on se rencontre avec Jean-Pierre Léaud. Parce que Jean-Pierre Léaud était la tête d'affiche du film. Vous connaissiez les films de François Truffaut, Dorothée? Oui, et quelques années auparavant, une journaliste m'a posé une question, et le cinéma, ça vous intéresse? Évidemment que oui, ça m'intéresse, j'en rêve, mais bon. Et avec qui aimeriez-vous tourner? Et là, je réponds, François Truffaut. Exactement 1 an après, Monsieur Truffaut m'appelle, etc., etc. C'est Comme le quoi, dans hasard. la vie, il y a des choses, il y a des choses assez surprenantes qui arrivent. Donc vous rencontrez Jean-Pierre Léaud. Comment ça s'est passé? Parce que c'était quelqu'un d'assez compliqué intellectuellement, Jean-Pierre Léaud. Bah, je l'ai pas rencontré vraiment, je l'ai vu le jour du tournage. Enfin, il était d'un côté, moi j'étais de l'autre. Je sais même pas s'il m'a dit bonjour un jour, oui quand même, oui. Il était vraiment dans son monde. Il y avait aussi dans ce film Claude Jade, qui était Oui, adorable. une gentillesse extraordinaire. Ah, c'était une fille très gentille, une grande comédienne. Adorable, oui. Et Marie-France Pizier, qui Oui. était aussi une grande comédienne, qui nous a quittés Qui avait coécrit le film avec Truffaut. Truffaut, oui. Et vous avez un peu sympathisé avec Marie-France Pizier, avec Claude Jade? Avec Claude Jade, elle m'a un petit peu chapeauté, elle m'a vraiment aidé. Dany aussi, Il y avait Dany dans ce film aussi, adorable chanteuse. avec moi aussi. Oui, 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 très gentille, oui, oui. Pourquoi vous aviez un petit peu peur? Bah, à votre avis, j'étais tétanisée, parce que c'était un monde que je ne connaissais pas. Moi, je connaissais la télévision, et en plus en direct. Et là, mon problème était que, avec le cinéma, il ne fallait surtout pas regarder la caméra. Alors qu'à la télévision, on la regarde, Dorothée. On la regarde, voilà, on la chope, on essaie de la trouver, celle la bonne. Et là, c'était le contraire, donc c'était entre autres choses. Et François Truffaut était un bon directeur, il était gentil, dur, sympathique. Il était parfait. Et parfait, mais avec tout le monde, avec ses techniciens, avec son équipe, avec ses comédiens. Il parlait jamais, pas de la même façon à chaque comédien. Avec Jean-Pierre Léaud, il lui parlait d'une certaine façon, avec d'autres personnes d'une telle façon, avec moi d'une autre façon, avec ses techniciens pareil. C'était quelqu'un d'humain. Il savait très bien, il jugeait bien les gens, il savait très bien comment leur parler. Et comment vous parlait-il à vous, Dorothée? François Truffaut? Protecteur. Parce qu'il sentait que vous paniquiez un petit peu. Ah, vous m'étonnez.
Quel était votre rôle dans ce film, Dorothée, pour ceux qui, sur Sud Radio, n'ont peut-être pas vu L'amour en fuite? Ils sont rares. J'étais la nouvelle femme de Jean-Pierre Léaud. Oui, et vous étiez donc vendeuse de disques, qui vous avait repéré, et c'était le 5e film, je crois, de la série, après Les 400 coups. Il y avait Antoine et Colette, Baiser volé, avec la chanson de Charles Trenet, Que reste-t-il de nos amours, et Domicile conjugal. C'était la conclusion de cette série. Il n'y en a jamais eu ensuite d'autres films. Non, parce qu'il voulait terminer cette série, ce qui ne plaisait pas vraiment à Monsieur Truffaut. Donc il n'aimait pas finir quelque chose. Et en plus, pendant le tournage, il a appris la mort de Monsieur Hitchcock. Alfred Hitchcock, oui. Et là, ça a été, pour lui, c'était vraiment un très mauvais moment. Donc il aimait pas trop. Enfin, c'était pas une bonne période pour lui. Mais enfin, il nous en a pas fait subir les conséquences. Mais ça lui plaisait pas. Il était pas très à l'aise. C'est vrai que François Truffaut a commencé comme journaliste dans les cahiers du cinéma et il était très lié à Alfred Hitchcock. Oui. Ils avaient fait un livre ensemble, je crois d'ailleurs, avec les lettres d'Alfred Hitchcock. Et Hitchcock, c'était aussi un metteur en scène fabuleux. Ah, extraordinaire. Ça vous aimez les films d'Hitchcock? Ah bah absolument. Et Truffaut ne vous a pas proposé ensuite de continuer à travailler avec lui? Si, je l'ai rencontré un jour tout à fait par hasard dans une émission de radio. Il me dit, j'ai un film pour vous avec Jeanne Moreau. J'ai exactement, c'est parti, je suis en train d'écrire, j'ai bientôt le finir. Malheureusement. Il nous a quittés avant, et brutalement, et le film n'a jamais été tourné. Vous auriez accepté, bien sûr, de retourner avec François Truffaut, Dorothée. J'aurais lu d'abord. Oui, mais je suis pas trop inquiet de ce côté-là. Alors, on est en 79, et un an plus tard, le cinéma vous rappelle, puisque le 30 août 1980, en plein été, sort un film qui s'appelle Pile ou Face, un film de Robert Enrico. Et là aussi, vous jouez dedans. Oui. Comment ça s'est fait? Bon, tout à fait par hasard, parce que la comédienne ne pouvait pas, donc ça s'est fait poum 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 comme ça. On vous a appelé, on vous a proposé le rôle. Et puis ça s'est fait. Mais ce qui était intéressant, c'est que c'était Robert Enrico, Philippe Noiret et Michel Serrault. C'était pas n'importe qui. Alors, vous me voyez moi au milieu, toute nouvelle dans le monde du cinéma, parce que je venais quand même de la télévision, et dans le monde du cinéma, j'étais celle qui vient de la télé. Déjà, donc c'était pas facile. C'était pas évident. On vous appréciait pas? On vous bisutait un petit peu? Non, ils ont été gentils avec moi parce que je n'étais pas non plus agressive ni rien, mais je me sentais pas vraiment dans mon domaine. Mais Michel Serrault était absolument adorable avec moi. Il était très très gentil, très drôle en plus. Bah, quand il tournait sérieusement. Oui. Les deux, parce que Philippe Noiret aussi pouvait être drôle, hein, donc il n'y a pas de problème. C'était tous. Mais là, c'était un film qui était dur. C'était un film d'homme. J'étais la femme qui arrivait là-dedans et qui n'était pas vraiment très, 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 très habituée à ça. C'était un film qui était très dur à vivre, mais passionnant à vivre. Alors, il y avait Michel Audiard comme dialoguiste. Oui, mon Dieu, oui. Alors, comment ça s'est passé avec Michel Audiard? Bah, on a fait une lecture un jour. Il y avait donc tout le monde, et Michel Audiard, et puis Robert Enrico, le metteur en scène, oui. Les comédiens. Oui, et dans le texte, je devais dire « Merde, 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 je n'y arriverai pas ». Je sais pas quoi, hein. Et je dis, ah non, ça, je peux pas le dire. Et on dit, écoute, arrête, fais pas chier, ma petite, tu vas le dire. Non, non, monsieur, je ne pourrai pas. D'accord. On tourne la scène. Je passe le temps après. On tourne la scène. Il est là, le jour de la scène. Je devais tirer un tiroir et dire, merde, merde. Ah, où je cherchais mes jumelles. Merde, merde, je les trouve pas. Et j'en dis 5. Il fait, ah. C'est écrit 2. T'en fais pas plus. Comme quoi, je t'avais dit que tu pourrais les faire. Audiard est un personnage aujourd'hui culte, mais ce qui me fascine, c'est que de son vivant, la critique le rejetait sans cesse. Je ne sais pas si vous le savez, on le démolissait en permanence, et celui qui l'a le plus démoli, c'est Henri Chapier. Henri Chapier, et c'est pour ça qu'Audiard ensuite n'a jamais fait le divan, il l'a flingué complètement, il l'a traité de vedette du français moyen, de personne qui n'avait pas compris mai 68, et Chapier a eu en réponse une lettre d'Audiard où il dit effectivement je suis un prolo mais je donne mes étrennes tous les ans aux policiers en Alabama et pour Noël j'offre une panoplie de CRS à mes enfants. Ça a clos le débat et une fois de plus Audiard avec son humour a gagné. Oh, c'était un personnage extraordinaire, monsieur Audiard. Franchement. Ah oui, et il nous manque, et je suis content aujourd'hui qu'on reconnaisse son talent et son génie. Alors, autre date qui va réveiller des souvenirs aux grands enfants qui nous écoutent sur Sud Radio, c'est le 15 avril 1982. À tout de suite. 16h, 17h. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, Dorothée. Et ces clés réveillent vos souvenirs, et je sais qu'ils sont nombreux, Dorothée, mais aussi les souvenirs de nos auditeurs à travers une date. Alors la date, c'est le 15 avril 1982. Je vais vous aider. C'est la sortie d'un album, un album culte. Ou la menteuse. Exactement. C'est-à-dire que l'album sort le 15 avril 82, où la menteuse est l'une des chansons de l'album, c'est un 33 tours, rouge si je me souviens bien, et cet album... Un t-shirt rouge et blanc. C'est ça. Et cet album n'est pas un gros succès au départ, il va ressortir en octobre avec le titre Ou la menteuse, en grand et en énorme même. Vous vous souvenez comment est née Ou la menteuse? Tcha, de l'esprit de Jean-François Porry et Gérard Salès. Producteur et auteur de vos chansons. Ils ont tapoté sur leur piano, l'autre faisait gna 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 gna, et c'est né. La chanson est née. Gna 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 gna. J'ai dit, écoutez, non, arrêtez, c'est pas possible. Moi, j'étais pas du tout dans ce genre de chansons. Je chantais du pays des chansons un peu plus jolies. Et pour leur faire plaisir, j'ai dit oui. C'est bien d'être gentil, hein, ça marche. Hein. Donc vous avez sorti la chanson et ça a été un immense succès. C'est vrai. Mais comment expliquez-vous ce succès? Ah bah j'explique pas. Voilà. 9 semaines numéro 1 des ventes, 1 300 000 exemplaires, et j'ai regardé, j'ai consulté les hit parades de l'époque. Vous battez Michel Sardou avec Africa Dieu et Julien Clerc avec Femme je vous aime. Non. Si. Ah ça je ne savais pas. Ben, j'espère bien que vous saviez pas parce qu'il faut que je vous apprenne des choses. Donc, mais le disque n'est pas un succès immédiatement, c'est à la rentrée. Comment ça se fait, vous vous souvenez? Honnêtement, Jacques, non, pas du tout. Je ne sais pas pourquoi ça a marché. Je ne sais pas. En tout cas, dans les cours d'école, on disait Ou la menteuse. Partout. Moi, je sais quand je faisais les courses, c'était la menteuse, ouais, t'es amoureuse. Je l'ai eu jusqu'à maintenant. Encore aujourd'hui. Ah oui, encore aujourd'hui. Mais c'est le plus grand succès de votre carrière. Mais il n'y a pas une explication à tout ça? Moi, je n'ai pas. En tout cas, ce qui compte, c'est de devenir un refrain populaire. Alors, la chanson aussi, c'est venu par hasard pour vous. Au départ, je sais que vous ne vouliez pas chanter, Dorothée. Non, pas vraiment, non. Au départ, il y a eu un album de contes qui devait être écrit par Bernard Dimet. Bernard Dimet, je le rappelle à celles et ceux qui nous écoutent sur Sud Radio, c'était un poète qui avait écrit une chanson en 20 minutes avec Henri Salvador qui s'appelait Syracuse. Il avait une chanson internationale, Mon truc en plume aussi pour Zizi Jean-Mer. Seulement, si on buvait ses paroles, lui buvait encore plus le soir dans les cabarets de Montmartre où il vivait. Et c'est comme ça que les contes qu'il nous avait promis n'ont jamais été livrés, je crois. Je crois que c'était l'histoire de France vue par les animaux. C'était l'histoire de France vue par la poule de Henri IV, par etc. Le cheval blanc etc. La poule de je sais plus qui, le cheval de je sais plus qui non plus. C'est ce qu'il voulait faire, oui. Et on avait rendez-vous. Et avec alors lui. Ah ben j'attends toujours. Ouais, malheureusement non. Il n'est jamais venu. Non. Mais ça, il était un petit peu fatigué ce jour-là. Oui, je pense qu'effectivement, il a été dans un des bars de Montmartre qu'il fréquentait. Je ne sais pas, mais quand je l'ai rencontré, c'était quand même quelqu'un d'extraordinaire. Ah, c'était un grand poète. Ah oui, oui, oui. Comment il était, Bernard Dimet? Je l'ai pas vu longtemps, mais quand il nous parlait de ce qu'il voulait faire, de ce qu'il voulait créer, il était passionnant. Ah, c'était un poète qui vivait hors de notre monde. Il est mort à 50 ans parce qu'effectivement, il a beaucoup vécu. Très jeune. Très très jeune, beaucoup vécu, mais il faisait beaucoup plus vieux. Et si on retrouve aujourd'hui ces textes, ce sont de purs chefs-d'œuvre de poésie. Alors donc, pas de Bernard Dimet. Jean-Luc Azoulay, votre producteur, veut absolument des chansons et vous dites non au départ. Non, moi je voulais faire genre Piccolo Saxo ou Pierre et le Loup, c'est-à-dire une histoire racontée avec la musique. Ok, d'accord, mais moi je ne voulais pas chanter. Donc c'est ainsi que naît Dorothée au pays des chansons. Oh, vous y connaissez un petit peu. Un petit peu le sujet, oui. C'est un petit peu le sujet, je crois. Un petit peu, mais surtout, je sais que le 9 avril 1981, non seulement le disque est sorti, mais vous vous retrouvez sur la scène de l'Olympia pour la première fois de votre vie avec Dorothée au pays des chansons. Oui, on avait commencé par la mairie de Paris et on a fait l'Olympia, oui, c'est vrai. Oui. Et ça aussi, vous imaginez pas. Ah non. Rien que le mot Olympia déjà, ça donne des frissons. Rien que d'y penser d'ailleurs, j'ai des frissons partout. Et oui, c'était parti. Et vous avez hésité à faire l'Olympia, Dorothée? Pardon? Vous avez hésité à faire l'Olympia? Vous vouliez pas faire l'Olympia? Je crois qu'à l'époque, je ne savais pas. Je crois que je suis partie dans un tourbillon et j'ai suivi un petit peu le truc. Je me suis rendu compte de l'impact et de l'importance de cet endroit quand j'étais sur scène, le premier soir. Vous entrez sur scène et vous voyez 2000 personnes devant vous.
effectivement, on se rend compte que c'est pas la télévision dans sa petite cabine. Ah, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là, Dorothée? Il y a tout qui vrille dans tous les sens, l'estomac qui va dans tous les sens, on tremble de partout, et puis bon, faut y aller, faut y aller. Et il y avait une troupe avec vous, il y avait d'ailleurs un des comédiens était le frère de Patrick Devers. Tout à fait. Et c'était une troupe vraiment sympathique, ils vous ont soutenu, je crois. Ah, ils étaient avec moi, ils m'aidaient beaucoup, oui, oui. Mais et en plus, c'était un truc idiot à dire comme ça, mais c'est qu'à l'époque, on avait un micro avec câble. Alors, aller faire des chorégraphies en tournant à droite, à gauche, dans tous les sens, et bouger avec un micro à fil, quand on n'est déjà pas habitué à ce métier-là, c'était en plus un moins. Ça devait être extraordinaire quand même de se retrouver à l'Olympia et d'avoir les gens qui scandent votre nom et qui chantent avec vous. Je me suis fait un petit peu attraper par la personne qui s'occupait de l'Olympia en disant tu te prends pour qui, parce que les gamins étaient debout sur les fauteuils et avaient cassé quelques fauteuils. Comme pour Gilbert Bécaud et Johnny Hallyday. C'est un bon début. Alors, ensuite ça a continué. Oui. Ça a été le Zénith et Bercy. J'ai calculé, vous avez fait Bercy 59 fois. Oui. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'artistes qui peuvent se dire on a fait Bercy 59 fois, Dorothée. Et le record, ça a été en janvier 90, 12 concerts devant 180 000 spectateurs et 330 000 en tournée. Alors bon, l'Olympia, c'est déjà grand, mais Bercy, c'est 10 000 places. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe quand on se retrouve à Bercy? Eh bien, le track est multiplié par autant, et tout est beaucoup plus fort. Oui, mais moi, je vous ai vu à Bercy, vous étiez concentré, mais vaillante. On n'avait pas l'impression que vous aviez le trac, Dorothée. Ah non, il faut pas le montrer non plus. On a le trac, d'accord, mais quelque part ça motive aussi. Et puis quand on y est, il faut y aller. On va pas non plus décevoir les personnes qui sont en face de vous. Donc alors, il faut y aller. Pour vous, on avait construit un décor hallucinant, une scène mobile à 2 niveaux, avec une centaine de personnes qui travaillaient pour vous. Un petit peu. Oh oui, une bonne. Oui. Alors, quand on se retrouve sur une scène comme ça, quelques années après ses débuts, c'est quand même une concentration, c'est pas n'importe quel métier. C'est une grande responsabilité par rapport aux personnes qui travaillent avec vous et surtout pour les personnes pour qui vous faites le spectacle. Donc c'est vraiment, on est entre les deux. Et là, c'est dur, mais c'est passionnant. Moi, je me souviens des enfants qui dansaient dans la salle de rock'n'roll. Vous avez inventé le concert pour enfants. Je sais pas, mais c'est vrai que d'ailleurs j'étais perturbée parfois parce que je les regardais danser, j'oubliais un petit peu mon texte. Mais bon, ça c'est une autre histoire. De les voir danser, c'était trop mignon. Ah, ils dansaient bien, ils étaient déchaînés. C'était le jour de leur vie. Et papa, tu viens danser avec moi? Non, d'ailleurs, je suis persuadé qu'aujourd'hui, parmi les auditrices et auditeurs de Sud Radio, beaucoup d'entre vous qui ont été à Bercy, qui dansaient avec vous. Il y avait un décor fabuleux, mais il y avait aussi des lumières incroyables. Il y avait un prologue incroyable aussi qui durait plus de 5 minutes. C'était une sorte de Star Wars avant la lettre. C'est-à-dire, ah oui, les grands tremblements de terre là. Oui, il y avait des lasers géants, on voyait atterrir un vaisseau spatial. C'était grâce étonnant. à Monsieur Jacques Overolis, les lumières de Monsieur Overolis qui étaient magnifiques. Et le plateau faisait 12 tonnes. Et vous aviez j'ai vérifié. Je l'ai pas soulevé, hein. Donc... Non, mais vous avez soulevé le public, ça compense. Oh. Et il y avait des choristes avec vous, il y avait les Musclés. Bien sûr. Les Musclés, c'est aussi un orchestre qui n'est par hasard, Dorothée. Ce sont tous des musiciens déjà à la base. Et puis on s'est retrouvés et puis c'était mon orchestre et puis ils m'ont suivi jusqu'au bout. Et il y avait des choristes et ces choristes avaient longtemps été celles de Claude François, les Fléchettes. Tout à fait. Il y avait Martine. Francine. Et elles sont passées de Claude François à Dorothée. Oui, il y a eu quelques années entre-temps, elles ont eu le temps de faire d'autres choses quand même. Alors il y a eu quand même un jour difficile, un jour où vous avez failli mourir écrasé sur le plateau, je crois que c'est par un éléphant. Dans les coulisses, oui, il y a un éléphant qui n'était pas content, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. Là, on n'a pas le temps. Oh, si, on a le temps. Raconter. Non, l'éléphant en avait un petit peu assez. Il y avait une poutre au-dessus du plafond, elle reculait, et puis moi, je me suis aplatie sur le dos de l'éléphant, puis au bout d'un moment, elle aurait fait un quart de centimètre de plus, ma cage thoracique était écrasée. Et il y a quelqu'un qui a réussi à me glisser dessus de l'éléphant, et puis voilà. Et on peut entrer en scène après une telle frousse, Dorothée? J'ai eu un trou entre le moment où j'étais sur l'éléphant et je me suis retrouvée par terre. Et je dis, ma jupe. Il y a une jeune femme qui me dit, oui, elle te va très bien, elle va très bien. Je dis, ouvre! J'étais en train d'étouffer. Puis bon, tac, je suis remontée sur scène. Et j'avoue que le retour d'entracte a été un petit peu long. Pour le public, je crois que ça a duré une bonne vingtaine de minutes.
Et quand je suis remontée sur l'éléphant, je crois que mes premières notes n'étaient pas très 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 justes. Et après c'est reparti. L'éléphant s'appelait Mademoiselle Chamba, je crois. Tout à fait. Alors, ça a été aussi un triomphe en tournée. Vous avez été récompensé par un fauteuil d'or. J'avais jamais entendu parler de ce trophée. C'est un trophée qui récompense la tournée la plus réussie de l'année. Car vous avez vraiment fait une tournée exceptionnelle. Ça vous a marqué? C'était dur une tournée dans toute la France tout en faisant de la télévision. Non, c'était passionnant parce qu'on faisait les deux en même temps. Donc, dans le car qui nous emmenait d'une ville à une autre, on tournait les plateaux du Club Dorothée, dans les coulisses du spectacle, on faisait l'émission, donc c'était tout en un. Et vous avez aussi fait autre chose de très important pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est la création du Club Dorothée. Je suis sûr qu'à Sud Radio, il y a beaucoup de gens qui ont été membres du Club Dorothée. Ah, j'espère bien. Il y a eu 750 000 membres. Ça consistait en quoi, ce Club Dorothée? Bon, c'était d'être membre du club et puis d'avoir des cadeaux, des journaux. Voilà, et surtout d'avoir son nom inscrit à la fin de l'émission pour l'anniversaire. Ça, c'est une idée fabuleuse. C'est ça le plus important. Oui. Et ça fait plaisir à beaucoup d'enfants. Tout le monde regardait. Ça défilait vite pourtant. Ça défilait vite. Moi, j'ai jamais vu mon mien. Jamais? Jamais vu mon mien parce que c'était le 14 juillet, ce qui fait que j'avais pas d'émission, donc je ne voyais pas mon nom. Oh, ma pauvre Dorothée, on vous souhaitera. Triste, hein. Oh, on vous souhaite votre anniversaire le 14 juillet. Je suis sûr que beaucoup de gens ne manquent pas cette date. Alors, pour le Club Dorothée, il y a un studio qui a été construit à la Plaine Saint-Denis, au temps où c'était totalement délabré, la Plaine Saint-Denis. C'était pas ce que c'est aujourd'hui, Dorothée. Il y a un immeuble qui a été construit, je sais pas si vous le savez. Oui, je sais pas ce que c'était, une usine ou je sais pas. Une usine désaffectée et personne voulait aller à la Plaine Saint-Denis. Non, c'était un petit peu loin de Paris, c'est sûr. C'était excentré et en fait compte, ils ont tout cassé, ils ont fait des studios. Ça a commencé par 2000 mètres carrés, puis après toc 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 toc, c'est plein de petits studios partout, des décors extérieurs, ça devenait c'était génial. Vous savez que c'est juste à côté qu'est né le Stade de France. Je sais pas si vous le savez, mais c'est quand même surréaliste. Quand on a décidé de faire un stade à Paris, un immense stade de 80 000 places, il y a des commissions entières qui se sont réunies pendant des mois pour trouver un nom. Et après des mois de réunion, ils ont trouvé Stade de France. C'est quand même génial. Guy Dru l'a annoncé et Bernard Pivot a éclaté de rire parce qu'il dit tant d'efforts pour un nom pareil, c'est pas possible. Alors, j'ai vu aussi certains shows de fin d'année qui étaient extraordinaires et il y en a eu un avec Ray Charles. Oui. Vous avez chanté avec Ray Charles? Oui. C'était, ça donne des frissons encore. C'était quelqu'un de très envoûtant, de passionnant. Mais ça, on s'en souvient toute sa vie. Hein, gentil, souriant, sympa. Gentil, mais il fallait faire le boulot. C'est-à-dire qu'il arrivait, il parlait pas un mot de français. Non, mais si, mais il prenait les mains. Moi, il m'a pris la main, il l'a mis sur sa joue, il m'a dit tout va bien se passer parce que j'étais mort de trop et j'étais glacée. Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Il était pro. Alors, je sais pas si vous le savez, mais Ray Charles, c'était l'élégance même. Il avait une armoire avec ses costumes de scène numérotés, avec à l'intérieur de la poche de la veste et du pantalon le numéro en braille. Et chaque fois qu'il voulait un costume pour la scène, il disait je veux le numéro 22, le numéro 22, le numéro 23, le numéro 21. C'était une habitude. Et ses chaussures aussi étaient numérotées avec un numéro en braille sous la semelle. Et ça, je trouve que c'est le sommet de l'élégance. Et Ray Charles, vous l'avez jamais revu ensuite? Malheureusement, non. Il est venu chanter une fois, il est reparti. Bien sûr. Mais il y a eu tellement de choses dans votre carrière. Et j'ai une autre date dont on va parler dans quelques instants. Une date, alors là c'est vraiment facile, vous allez trouver. C'est le 28 août 2016. Je laisse quelques instants à nos auditrices et à nos auditeurs et on en parle tout de suite. 16h, 17h. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, Dorothée. Alors, ces clés réveillent vos souvenirs, Dorothée, et Dieu sait si vous en avez, mais aussi des souvenirs chers à nos auditrices et nos auditeurs, et surtout s'ils ont été un jour ou l'autre membres du Club Dorothée. Donc, 28 août 2016, c'est très récent, ça je suis sûr que cette date est dans votre mémoire. Oui, ça va, j'ai une petite mémoire, ça va, c'est bon. C'est la sortie d'un CD, d'un triple CD, l'essentiel de Dorothée. Alors ce CD, on en a parlé tout à l'heure, c'est un CD qui s'ajoute aux 30 millions de disques que vous avez vendus. Je ne sais pas si vous le saviez, c'est 30 millions exactement. C'est un CD que vous avez supervisé entièrement, Dorothée.
Oui, parce que sur des propositions de mes amis, c'est pas facile de faire un tri dans tout ce qu'on a fait. Combien de chansons avez-vous enregistrées, vous le savez ou non? Quelle question. Comment voulez-vous que je sache? Je ne compte pas. J'aime pas les chiffres. Je déteste les chiffres. Quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Non, mais ce qui était intéressant pour moi, c'était de montrer, enfin, de ressortir des chansons de très loin, du début. Celles qu'on avait un petit peu oubliées, celles qu'on ne connaît pas forcément. Et puis d'avoir des inédits. Et puis, bon, les classiques que nos amis aiment bien. Alors, des inédits, ça veut dire que vous avez fouillé dans les archives et trouvé des chansons qui ne sont jamais sorties en disque. C'est presque une faute professionnelle de la part du producteur. Pas du tout. C'est qu'au bout d'un moment, à l'époque, sur les 33 tours, il y a des moments où il n'y a plus de place. Oui. Donc, il faut faire des choix. Donc, il y a des choses qui ne passent pas. Il y en a une qui n'est pas sortie parce que c'était juste fait pour une émission. Et c'était On part en tournée. Le texte, je crois, oui, le titre. Et c'était pour un club Dorothée, parce qu'on devait partir en tournée. Et donc, mes auteurs préférés l'ont créé. Et j'ai trouvé qu'elle était vachement sympa. Et donc, on l'a mise dans ce coffret. Il y a aussi une chanson que vous aviez faite spécialement pour une émission de Jacques Martin, je crois. Non, je ne vous ai pas oublié. Oui. Non, c'est une chanson qui est sortie, mais je l'ai faite chez Jacques Martin. Et ça a été un moment de panique pratiquement pour vous. Alors, ça faisait un petit bout de temps que j'avais arrêté. Le Club Dorothée s'était arrêté. C'était combien de temps avant? 1 an. Donc en 1 an, quand même, on a un petit peu oublié. Jacques Martin m'invite. Je fais l'école des fans. Et on se connaissait un petit peu quand même. Donc je lui prends la main. Ma main était glacée. Je lui prends la main, je lui la broie. Il me dit, mais arrête. Mais si. Il me dit, pas que t'as peur. Je dis, non, je suis tétanisée. Il me dirige, je chante la chanson et ça a été ce que ça a été. Alors, dans ce coffret de 3 CD, il y a également Dorothée, les génériques de Récréa 2. Et là, il y a plusieurs écoles, parce qu'il y a eu plusieurs génériques de Récréa 2. Il y a eu plusieurs époques, même si ça a été que pendant quelques années. 10 ans quand même. Oui. Donc on attend de faire des génériques. Oui. Mais il y a une génération d'enfants qui connaît certains génériques et pas d'autres. Ah oui. C'était voulu, c'était comme ça, ou il fallait changer régulièrement de au bout d'un moment, ça lasse, donc il faut changer. C'est sûr qu'on en a fait. Je sais pas combien on en a fait de générique de Récré. Il y en a 3 ou 4, je crois. Ben voilà. Heureusement, j'ai consulté mes fiches. Heureusement, parce que moi, faut pas compter sur moi. Hein. Mais ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que dans les écoles, on apprend vos chansons aux enfants, Dorothée. Vous le saviez? Oui. Et ça vous étonne qu'on apprenne aujourd'hui ou la monteuse pour faire une chanson ou Tremblement de terre dans les écoles? Ou aussi d'autres chansons qui sont moins connues, ça qui est drôle aussi. Ça me surprend et ça me touche. Je trouve ça très gentil parce que j'ai entendu beaucoup de mauvaises critiques en disant oui, gna 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 à l'époque, et que les maîtresses d'école fassent à prendre cette chanson, à prendre des chansons, je suis très touchée. La preuve, j'en bafouille. Non, ça me touche terriblement, oui. Les maîtresses étaient fans du Club Dorothée, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elles font apprendre les chansons à une nouvelle génération, et qui les fredonnent sans problème. Vous n'auriez jamais imaginé ça au départ? Ah non, jamais. Et encore maintenant, je suis surprise. Alors, dans ce coffret, il y a aussi les Ewoks en anglais. Oui. Racontez-moi. Ah ça, je ne peux pas. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi ça a été fait, je me souviens plus du tout. Parce que les Ewoks, au départ, c'était avant ou la menteuse, les petits Ewoks. Alors on m'a dit, mais je sais pas si c'est vrai que George Lucas vous avait donné l'autorisation. Oui, si, c'est tout à fait vrai. C'est que une maquette a été faite, a été proposée à monsieur George Lucas, qui devait dire oui ou non, sinon on ne pouvait pas l'enregistrer. Il a dit ok, c'est bon, et on a fait la chanson. Et ça, c'était juste avant ou la menteuse. C'était au moment où Star Wars... c'était avant, oui, c'était avant ou la menteuse, si. Et c'était... Je ne suis pas tout à fait sûr. Je suis à peu près sûr. Non, on vérifie tout de suite. Non, c'est pas ça? Je sais pas. Bon, peu importe pour la vérité historique, oui. Mais c'était au moment où est sorti le film Star Wars épisode 6, Le Retour de Jedi, et c'est là où sont nés les Ewoks. Ah, j'ai adoré. Vous adorez les Ewoks? Les Ewoks, j'adore. Est-ce que vous savez pourquoi ils s'appellent les Ewoks? Bon, pas du tout. Eh ben, c'est très simple, parce que juste à côté de la maison de George Lucas, il y a une tribu amérindienne qui s'appelle les Miwoks. Et donc, partant de Miwok, il a fait les Ewoks, qui sont apparus dans Star Wars 6, et il y a eu ensuite deux téléfilms, l'aventure des Ewoks. Je ne sais pas si vous les avez vus en France. Je les ai pas vus, non.
Mais ce que j'ai vu des Ewoks, c'était... je sais pas, j'ai adoré, moi, ces petits personnages. Mais ce qui est drôle, c'est cette chanson, c'est que, j'étais très touchée que l'équipe de Lucas accepte que je la fasse. 2, j'ai adoré la faire. Et 3, j'ai eu la victoire de la musique grâce à cette chanson. C'est quand même pas mal. Ah, ça fait du bien. Mais vous êtes fan de ces films Star Wars, les Ewoks? Oui. Beaucoup? Oui. Et vous passez quelquefois des heures à regarder les films, les séries télé? Je regarde beaucoup, oui. Je regarde beaucoup la télévision, c'est sûr. Je sais qu'il y a une série qui vous a marqué, vous ne manquiez pas les épisodes, il y en a eu 264, c'est Arabesque. C'est vrai. Oui, c'est vrai, je les ai vus, vus et revus. Pourquoi? J'adore. C'est hyper bien fait, je sais pas. En plus, j'adore Angela Lansbury, c'est très bien. Vous savez que cette femme est extraordinaire, elle a été élevée, parce qu'elle a fait beaucoup d'autres choses. Elle a fait une grande comédienne. Oui, elle a fait des comédies musicales à Broadway, et elle a été élevée au grade de commandeur de l'ordre de l'Empire par la reine Élisabeth pour service rendu à l'art dramatique, donc avec Arabesque, mais des comédies musicales, mais aussi parce qu'elle a beaucoup soutenu des entreprises caritatives. Elle est une philanthrope. Elle a aujourd'hui un certain âge, et même un âge certain, mais elle continue à défendre les autres. C'est bien. Vous savez que cette série s'appelait Elle écrit au meurtre au Québec. Ça s'appelait pas. Oui, pourquoi pas. Oui. Vous savez qu'Arabesque, ça veut rien dire, Rien honnêtement, du tout. franchement. Rien. Mais vous regardez un peu la télévision, vous regardez les variétés à la télévision ou plutôt les feuilletons? Oui, bien sûr. Non, je regarde... je zappe. Vous zappez beaucoup. J'en reviens à l'album, il y a quand même la chanson des Schtroumpfs aussi. Ah. Les Schtroumpfs, vous les avez adorés, vous avez connu Peyo, leur créateur. Oui, monsieur extraordinaire. Racontez-moi. Oh, j'ai eu la chance à un moment de ma vie de rencontrer beaucoup de personnes, des créateurs de bandes dessinées. Monsieur Peyo, Monsieur Tibet. Tibet qui a fait Chic Bill et Ricochet. Et d'autres. Et c'était un moment que j'ai adoré, franchement. Ce sont des gens fantastiques. Et en plus, la bande dessinée, c'était encore un autre univers. Et on s'entendait tous très bien. Puis Monsieur Peyo était très gentil. Oui, alors qu'il avait un succès mondial, il était d'une modestie totale, Peyo. Tout à fait, j'allais le dire, tout à fait. Il s'appelait Pierre Culliford, il vivait en Belgique, il a ensuite habité en Suisse pour des raisons fiscales évidentes. Oui, mais ça c'est son problème. Mais est-ce que vous savez comment sont nés les Schtroumpfs et pourquoi il les a appelés les Schtroumpfs? Oui, mais vous allez raconter beaucoup mieux que moi. Alors c'est très simple. Au départ, dans une aventure de Johann et Pierre Louis qu'il dessinait, la flûte à 6 trous, il y a des personnages qui apparaissent pendant une planche, le pays magique, les Schtroumpfs. Et ça a un tel succès que ça va devenir la flûte à 6 Schtroumpfs et qu'ils vont avoir une vie différente. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est d'où vient le nom Schtroumpf. Voilà, à votre avis. Alors, allez-y. Alors, je vous écoute. On dit qu'il dîne un soir avec son ami André Franquin, créateur de Gaston Lagaffe, et qu'au lieu de dire passe-moi le sel, il lui dit passe-moi le Schtroumpf. C'est totalement faux. Ah. La vérité, c'est que Madame Franquin avait l'habitude, dans l'intimité, de parler de la partie la plus intime de Franquin en parlant du Schtroumpf. Non. Si, et ça a fait rire Peyo qui, pour rire Franquin, a appelé ça les Schtroumpfs sans imaginer un instant que ça deviendrait culte. Les Schtroumpfs allaient devenir les Schtroumpfs. Voilà. Ah, ça je ne savais pas. Et voilà, ça c'est la vérité totale de la bouche de la famille de Peyo. Alors, on peut dire. On a parlé du disque, mais ce retour aujourd'hui, ça a commencé le 17 avril 2010 à l'Olympia. Et ça aussi, ça a été un grand moment. Mon Dieu, oui. Je suis très surprise d'avoir survécu à ce jour. Alors, on vous demande de refaire l'Olympia quelques années après. Au départ, vous dites non? Bien sûr. J'ai toujours non, de toute façon, au départ. Et ensuite, c'est OK, et vous faites 4 Olympias en travaillant beaucoup, Dorothée, parce que vous n'étiez pas montée sur scène depuis des années. Mm-hmm. Oui, il a fallu retrouver les marques. En plus, j'avais un nouvel orchestre, des petits jeunes qui étaient... c'était bien parce qu'eux connaissaient tout par cœur, donc mieux que moi d'ailleurs. Donc c'était parfait, mais il fallait tout refaire, tout reprendre à zéro. Et j'avais peur quand même. Je savais que les amis étaient là, ils seraient tous prêts, mais quand même, c'était un grand challenge. Et c'était une petite bataille quand même à mener. Oui, mais ça a été au-delà du triomphe. Moi, j'ai assisté à ces concerts. Ah oui? Ah mais oui, j'étais là, bien sûr. Je vous ai vu au 3e rang, vous étiez à gauche. Juste à gauche, oui. Ce qui m'a fasciné, c'est qu'il fallait être debout pendant 2h30, parce que le public était debout, les parents comme les enfants. Et vous avez dit justement, le seul moment où les gens étaient assis, c'était à l'entracte. Exactement. Mais c'est quand même étonnant que les parents étaient là et ils avaient entraîné les enfants qui, eux, ne vous connaissaient pas forcément. Oui, en fait, le public que j'avais connu X années auparavant, eux, avaient grandi et amené leurs petits. Alors qu'avant, à l'époque, c'était les petits qui amenaient leurs parents.
Alors ce concert, il y en a eu 4, il y a eu un Bercy après. Ça vous donne pas envie de revenir, Dorothée? Oui, mais C'est-à-dire? parce que franchement là maintenant c'est pas si facile que ça de faire de la scène. Donc il faut peser le pour le contre, le comment c'est très dur. Non mais tout le monde a dit que vous étiez fabuleuse et que vous étiez heureuse sur scène. Je suis sûr que celles et ceux qui nous écoutent sur Sud Radio, s'ils ont été à l'Olympia ou à Bercy, ils ont passé un moment inoubliable. J'espère. Et vous, c'est un moment inoubliable aussi Ah pour... tout à fait. Alors là je ne peux pas oublier. Ça c'est pas possible. Alors la scène, pourquoi pas, mais peut-être d'autres choses, parce que bon, là vous avez pris une dizaine d'années ou quinzaine d'années de vacances après avoir travaillé pendant 20 heures par jour pendant des années, c'est acceptable. Maintenant, il faut revenir, alors que ce soit à la télévision, au cinéma ou ailleurs. Mhm. Et vous avez envie? Ben, pourquoi pas? D'ailleurs, dans le disque, à la fin du disque, vous dites, à la fin, enfin, Pas sur le sur livret. la pochette de l'album, vous dites à bientôt ou quand je ne sais pas. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire, Dorothée? Ah bah écoutez, ça je le dis pas maintenant. Eh bien, moi, je pense que n'importe quel producteur de télévision ou de cinéma devrait être intéressé pour vous faire continuer cette carrière de comédienne que vous avez commencée avec Truffaut et avec Robert Enrico. Non? Où sont-ils? Où sont-ils? Oui, mais franchement, ça, je suis sûr que ça vous intéresse de faire du cinéma. Moi, oui, Oui. j'adorerais. Et je suis sûr que le public serait au rendez-vous. Bah, je compte sur eux. Vous manquez au public. Un jour dans le métro, vous avez vu des jeunes, enfin un peu moins jeunes, qui vous ont observé et ils vous ont dit quelque chose de surprenant en Ah descendant du wagon. Alors, c'était un jeune, c'était drôle parce que je le voyais, il me regardait, on se regardait, etc. Bon, c'est dans le métro, on est assis, on attend. Et en partant, il me fait Dorothée, c'est dur à raconter. Ah, depuis que vous avez arrêté le club de... Non, tous les mercredis, j'étais avec vous. Et depuis que vous avez arrêté le club Dorothée, j'ai passé tous mes mercredis après-midi au commissariat de police. Voilà, là, Voilà. c'est extraordinaire. Ouais, ça veut dire que, bon, bah, il était devant la télé, il était avec nous, c'était bien. Et puis une fois qu'il n'y a plus l'émission, bah, ils ont fait un peu n'importe quoi, quoi. Voilà, c'est pour ça aussi que vous nous manquez, que vous manquez au public et que vous pourriez aujourd'hui Oui, revenir, non? puis comme ça, si vous voulez, oui. Mais en plus, vous ne changez pas, vous êtes jeune, on vous reconnaît dans la rue, partout. C'est fabuleux. Vous avez un secret de jeunesse? Non, je suis ce que je suis moi, quoi. Eh ben, continuez à être vous, Dorothée. Merci, Jacques. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Je rappelle que l'essentiel, c'est un coffret de 3 CD pour les fans et pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas encore.